plaisir de te recevoir pour ce numéro 2. Comment tu vas? Salut Gauthier, ça va très très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va, on a vécu un mois d'octobre très intéressant en Betclic Elite. 4 journées, il me semble, 4-5 journées. On va attaquer le mois de novembre d'ici quelques jours. Donc, même on commence ce week-end. Donc, on va pouvoir y aller sur un programme bien chargé une nouvelle fois pour ce deuxième numéro. Donc, on va commencer. On commencera par rapidement les résultats de la journée 9, quelques surprises, puis l'actu en bref, rapidement quelques informations, dernières informations importantes à retenir sur la Betclic Elite. On enchaînera sur un grand sujet, un grand thème. On parlera quelques instants, quelques minutes de Limoges, du CSP Limoges, de leur saison, un nouveau coach. On enchaînera sur Cholet qui ne joue pas de Coupe d'Europe, qui a seulement 2 défaites. Et on parlera rapidement, on va quand même rapidement parler de ce qui s'est passé à Blois, si tu veux bien. Une Blois qui a battu Nancy dans un match un peu surprenant. Et voilà, on enchaînera sur nos joueurs du mois, donc ça fait un programme très chargé et on va pouvoir commencer sur les résultats qui ont eu lieu il y a une semaine, rappelle-moi, c'était le week-end dernier. Donc je vais te laisser commencer rapidement si tu veux parler d'un match pour commencer. D'un match, je peux peut-être parler, d'un match, que j'ai regardé. Il me semble que j'ai regardé un match le dimanche. J'ai regardé effectivement Cholet-Nanterre puisque je me suis déplacé à la Mairie pour voir ce match-là. Une courte victoire de Cholet qui a un petit peu, souffert face, aux Nantériens, surtout en 1re mi-temps. Et puis lors de la deuxième mi-temps, Cholet a commencé à faire des stops. Nanterre a beaucoup souffert sur l'adresse à 3 points. Je crois qu'ils ont mis 3 tirs à 3 points seulement sur tout le match. Et ça a permis à Cholet de resserrer à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, avec l'appui du public, Cholet a su faire la différence. Je t'entends plus très bien là par contre. Ah, là c'est bon. Tu m'entends ou pas? Par contre je t'entends plus Ben. Attends. Alors, je peux parler du match de Cholet contre Nanterre, puisque je me suis déplacé à la mairie exprès pour voir ce match. Un match qui avait une allure de match de play-off, et pour le coup, j'ai pas été déçu. Une courte victoire au bout du suspense de Cholet de 3 points, 70-67. Une très belle première mi-temps des Nantériens, surtout un très bon premier quart-temps. Et puis, au fur et à mesure du match, ils ont galéré vraiment au niveau de l'adresse extérieure, notamment du tir à 3 points, avec un match très compliqué de Johan Bégarin. Et puis, avec l'appui du public, Cholet a su faire des stops et a su mettre les tirs qu'il fallait au bon moment pour s'imposer vraiment d'une courte tête. Une équipe dont on va reparler d'ici quelques instants. Je pense que moi il y a un résultat qui m'a un peu fait plaisir. C'est forcément la première victoire, changement de coach, on va en parler d'ici quelques instants, la première victoire de l'Asvel, large victoire. On voit qu'il y a des changements qui sont modifiés, des joueurs qui retrouvent leur véritable poste de jeu. Je pense notamment à Geoffrey Lauvergne sur le poste 4. Une victoire 91-72 de l'Asvel. Il a changé de coach, hein, Tip Parker qui est sorti, le frère Parker qui a été viré et qui est remplacé par Gianmarco Pozzecco, le sélectionneur de l'Italie. Et moi, je trouve que si on peut parler quelques instants de cet homme, ce coach va faire des grandes choses avec l'Asvel et en Euroleague, première victoire à l'extérieur. Ils étaient déjà pas passé loin, si on fait une petite parenthèse avec la Betclic, ils étaient pas passé loin de battre Bologne à domicile et là, il s'impose du côté de Kaunas, Zalgiris Kaunas, qui est une salle qui fait beaucoup de bruit, où c'est très difficile d'aller gagner. Donc voilà pour l'Asvel qui a gagné en championnat et qui se replace autour de la 8e place, si je ne me trompe pas au classement. C'est ça, oui. Euh, Par contre, Gravelines qui perd encore. Il y a eu un changement de coach.
Je sais pas ce que tu penses de cette équipe de Gravelines. Il y a eu des changements de joueurs aussi. Euh, c'est On ne peut pas en un peu penser du surprenant. positif. Il y a rien de positif, quoi. Non, non, bah, je pense que leur bilan, il parle pour lui-même, hein, au vu des moyens qu'ils ont, 8 défaites en 8 matchs, je vois pas ce qu'on peut dire de positif, sur Gravelines. Monaco, par contre, qui continue le grand 9, 9 victoires en autant de matchs. Ils vont se déplacer ce week-end à Nancy, qui se voudra revanchard, puisque, je sais pas si tu as suivi, mais le club de Yanis Bourgeois, que on passe la dédicace, a battu Nancy au bout d'une prolongation très très folle, à multiples rebondissements 99-98, avec toujours un monsieur grand jeune. D'ailleurs, il a été élu jeune du mois par les instances de la LNB, Milan Barbic, qui a fait un très bon match. Euh, je crois que tu en avais un peu parlé lors de du premier numéro, mais ça se confirme sur ce mois d'octobre. Milan Barbic, qui est pratiquement pour l'instant candidat au trophée de MVP, hein. Ouais, si Blois continue comme ça et qu'il conserve son niveau de performance, il sera parmi les nominés, en tout cas pour être MVP, mais il faudra que Blois soit dans les 8 premiers, je pense. Il me semble que Inès a parlé de Blois pour jouer une Coupe d'Europe. On n'en est pas encore là, mais c'est une équipe qui grandit vite, j'ai l'impression. On a un peu parlé dans le premier épisode, sous l'impulsion de Michele et ce week-end, ils vont se déplacer à Paris, euh, qui est plutôt en forme sur ces dernières semaines, qui a connu un début de mois d'octobre, enfin fin septembre, mois d'octobre, début d'octobre compliqué. Il me semble qu'ils avaient perdu contre Nancy et chez eux face au Portel. Mais ça va mieux pour Paris, notamment bien emmené par TJ Short ou encore Nadir Effi. Ouais, complètement, ouais. Une équipe, bah, comme Monaco, hein, il y a pas grand-chose à en dire, c'est des équipes surdimensionnées pour le championnat. Je pense qu'on peut enchaîner rapidement. Limoges qui a gagné à Saint-Quentin. Ça, c'était le choc de deux peuples. Des supporters de Limoges qui se sont déplacés à Pierratte. Saint-Quentin qui commence un peu à patiner, mais je pense que ça devait bien arriver pour le promu qui avait fait un très bon début de saison, avec notamment cette victoire face à la Asvel. Là, je crois qu'il reste sur deux défaites consécutives à domicile, contre Nancy et contre Limoges, d'un score assez serré, mais ça va être compliqué pour Saint-Quentin. Mais il y a quand même des ingrédients qui sont là, notamment les JFL. Je pense à Lucas Boucaud, qui réalise un bon mois d'octobre. Je sais pas ce que tu en penses. Et Limoges qui continue à surfer sur son bon début de saison. Ouais, 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 tout à fait. De toute façon, on est Saint-Quentin sur un promu, hein, donc il fallait pas non plus s'attendre à ce qu'ils aient un parcours de play-offable. Ça va être, comme tous les promus, une saison avec beaucoup de bas d'abord, et puis aussi quelques hauts. Faut qu'ils essayent de maximiser et d'étirer au maximum leur phase où ils seront dans des phases de victoire avec des hauts. Ils ont connu un bon début de saison avec 3 victoires consécutives et là c'est un peu moins bien, mais ils sont dans les matchs, ça c'est intéressant. Et puis je doute pas que le coach saura trouver les mots pour faire rebondir cette équipe, même s'ils ont là un calendrier à venir qui va être un petit peu compliqué. Et ils auront un Nanterre, notamment, il me semble que c'est dimanche après-midi, le 5 novembre, si je me trompe pas, Saint-Quentin. Donc forcément, enfin, c'est une équipe qui vise les playoffs, ça va être compliqué. Je pense qu'on peut enchaîner sur le match Paris-Chalon-sur-Saône rapidement. Donc on en a parlé de Paris qui continue sa belle dynamique. Chalon, pareil, il est un peu plus compliqué. Moi, je pense qu'ils traversent une passe difficile. Il me semble qu'ils sont quand même à un bilan tout à fait raisonnable. 4 victoires, 5 défaites, si je me trompe pas. Bilan Chalon-sur-Saône, donc c'est plutôt intéressant quand on voit l'effectif, comment il a été bâti, avec notamment des joueurs expérimentés de la Pro B qui sont venus à Chalon. Donc c'est les promus qui réalisent une bonne saison. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense que pas grand monde s'attendait, surtout Saint-Quentin,
avoir des équipes comme ça avec un bilan positif ou presque positif. Maintenant, on sait, tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat, donc il n'y a aucun match qui est facile. Et je pense que pour ces deux clubs, c'est déjà une satisfaction de ne pas être relégable. Et au vu de la situation d'autres clubs, j'ai du mal à penser qu'un club comme Chalon, qui dispose quand même de moyens tout à fait corrects pour la division, se retrouve dans la charrette en fin de saison. Si jamais il faut recruter un joueur, un ou deux bons joueurs en cours de saison, je pense qu'ils le feront. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout le feu au lac. Ils sont dans leurs objectifs. Ils sont très bien. Ça joue un bon basket. Ils ont posé de gros problèmes à Paris, même si l'écart en fin de match ne montre pas ça. En tout cas, sur la physionomie du match, Chalon a posé de vrais problèmes à Paris. Donc, c'est une bonne équipe qui joue au basket. Et ça, c'est intéressant pour eux. C'est une bonne équipe qui joue au basket. Bon, ils sont pour l'instant, comme tu dis, pas trop mal. Leur prochain match, ils reçoivent Boulogne, qui n'a pas joué la semaine dernière. Match reporté face au Portel. On connaît les difficultés de Bologne. Je pense qu'on peut rapidement enchaîner sur les actus, puisqu'il y en a deux fraîches là qui viennent de me parvenir avant l'émission. Alors apparemment, d'après les informations de Big Basket, ils auraient recruté Omic et Amar Gegic. Donc deux bons joueurs placés sur le poste 2-3. Ils auraient poste 1-3, pardon, ils auraient coupé Grant Sherfield. D'accord, donc les Mets auraient recruté Alenomic et Amar Gegic, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, bah Margegic, on l'a vu du côté de Paris Basket la saison dernière, un joueur très intéressant. Et puis Alenomic, bon, c'est un top pivot de l'Eurocup qui est passé par Bourg-en-Bresse. Donc ça va leur faire le plus grand bien des joueurs qui ont un bon QI basket et qui sont vraiment impactants. Sachant que Abdoulaye Loum est absent pour de nombreuses semaines suite à une blessure au pied. Je ne sais pas si l'ensemble de ceux qui regarderont l'émission l'avaient noté. Mais bon, c'est un coup dur. L'ancien Dijonais qui est blessé. Eddie Euh, Bust aussi qui est parti, qui est retourné du côté de ouais, Galatasaray Galatasaray. alors qu'il remplaçait Jordan Theodore qui est encore blessé. Ouais. Bah, écoute, on verra ce que ça donne pour les Mets. Peut-être enfin leur première victoire de demain à Chalon, au Collier. Ça dépendra si les deux joueurs sont qualifiés, je pense. Ça me paraît, ouais, ça me paraît compliqué. Ça m'étonnerait qu'ils soient qualifiés, mais affaire à suivre, affaire à suivre. On va pas trop parler de Le Mans dans cette émission, mais j'ai cru voir que Tyrann de la Thibaudière avait signé dans la Sarthe. Il me semble il y a quelques jours. C'est une bonne recrue selon toi pour Le Mans qui réalise un début de saison assez compliqué, mais bon, quand on voit leur calendrier, tout est relatif. Eh ben, j'en ai absolument aucune idée pour la simple et bonne raison que Tyrande de la Thibaudière n'a jamais évolué à ce niveau en Betclic Elite. C'était un bon joueur, voire un très bon joueur de Pro B. Après, il y a toujours voilà, des questions sur l'adaptation au niveau supérieur. Donc, il va pas venir pour révolutionner l'équipe. Il sera là pour donner un coup de main. Il y a Willy Guetté à l'intérieur, Selom Mawougbe aussi. Donc, il va être là pour peut-être être capable d'étirer les défenses parce qu'il a un tir à 3 points qu'il faut respecter. Donc, on verra. On verra. Il y a eu aussi des changements au Mans, pas forcément de joueurs, mais en termes de hiérarchie d'équipe. Le coach a dit, notamment a expliqué qu'il n'était pas forcément satisfait de l'impact de Nate Mason sur ce début de saison. Et donc, voilà, il y a un changement de responsabilité et de hiérarchie au sein de l'équipe. Et des joueurs comme Matt Lewis ou Dishon Schwartz devraient bénéficier de plus de responsabilités. Eric Delors, hein, le coach du Mans, ils ont battu quand même Roanne, une grosse victoire à la salle, la Halle Une Vacheresse. petite victoire de 1 point pour le coup. J'avais dire une grosse victoire, je la minimise, mais j'ai envie de dire grosse victoire parce que quand on voit le score, c'était très mal. Rouen a couru longtemps derrière le score. Euh, Ils se sont accrochés avec notamment la nouvelle recrue, hein, TJ Cooper, que tu connais bien, qu'on connaît bien, qui est passé notamment par Pau. Donc, je sais pas s'il va réussir à sauver Rouen de la relégation, mais ça me paraît compliqué. La saison est encore longue. Il reste plus de 20 matchs. Il reste Ouais. 25-26 matchs. Donc,
bon, la saison est encore longue, il faut mettre 3 équipes derrière soi, sachant que Gravelines et les Mets n'ont encore aucune victoire. Donc, c'est ouais. Avant que DJ Cooper arrive, j'étais très pessimiste. Maintenant, avec un joueur comme DJ Cooper, forcément, ça fait la différence, hein. Quand il sera à 100% physiquement, ce sera l'un des meilleurs meneurs de la Betclic Elite. Et puis, bah, Juan, pareil, vient de faire venir un poste 4, Nuni Homo, qui devrait forcément apporter plus que Odiane Osike. Et Jean-Denis Choulet est toujours à la recherche d'un poste 5, potentiellement pour remplacer Cyril Langevin. Donc, il va y avoir du changement à Rouen, et déjà avec l'arrivée d'un DJ Cooper et une plus-value que devrait pouvoir apporter Nuni Omot, Rouen devrait être en capacité de gagner des matchs. On avait parlé de Le Portel. Robert Turner, c'était l'info qu'on avait eu. Je me souviens juste avant de tourner l'émission en septembre. Il apporte ses fruits au Portel. Je trouve que c'est intéressant ce qu'il transmet dans cette équipe du Portel. Il la redynamise et ça devient l'un des véritables leaders. Ouais, mais pas que. Je trouve que c'est aussi, on n'en parle pas du tout, mais c'est presque autant le meneur finlandais qui remplace Benoît Mangin, Maksumi, qui tourne Mm. là sur les 2 ou 3 matchs à 19,5 points. Donc à la base, c'est pas forcément un meneur scoreur, c'est plutôt un gestionnaire. Mais justement, je pense qu'ils avaient besoin d'un meneur gestionnaire comme ça qui amène de l'impact, qui amène du dynamisme, avec en plus l'arrivée de Turner. Mais c'est vraiment tout le reste du collectif aussi qui se met au niveau. Un joueur comme David Dilio, qui était un peu Ouais. décrié sur le début de saison, il a retrouvé de l'adresse à 3 points et forcément, ça devient plus facile. Il amène du spacing, ça ouvre des espaces pour les pénétrations de Turner. Les intérieurs sont aussi mieux. Donc, c'est tous les joueurs qui ont step up et effectivement, les deux arrivées, Turner et le Finlandais, ça a beaucoup aidé. Ils joueront ce week-end contre Donc, Cholet. Cholet. Merci. Ouais, c'est un gros match. Il me semble que c'est demain soir à 18h30, si je me trompe pas. Donc, il faudra confirmer ce qu'ils avaient bien réussi. Ils avaient battu, hein, ils ont gagné l'Opalico, hein, il faut le rappeler aussi, face à Gravelines, qui n'a pas démérité. D'ailleurs, Gravelines qui a signé sa première victoire. Ça, je pense qu'on peut le placer dans les actus. C'était en FIBA Europe contre une équipe des Pays de l'Est, j'ai plus le nom en tête. Ah ouais, Euh, une équipe du Kosovo qui est vraiment éclatée au sol. Gravelines a gagné de presque 30 points d'écart, je crois, alors qu'il plus jouait de avec 30 4 points, je joueurs en crois. moins. Donc ça montre un petit peu le niveau de l'équipe adverse. On verra ce week-end, Gravelines à domicile, ce qu'ils feront. Ouais. Gravelines, on peut enchaîner, je pense, sur Limoges. Limoges qui ne joue pas de Coupe d'Europe, euh, mais qui, pour moi, réalise un très bon début de saison avec un nouveau coach, un coach grec. Beaucoup de coachs étrangers dans cette Betclic Elite cette année, encore avec l'arrivée de Gianmarco Ponzecco. J'ai envie de dire à Limoges, bah ça avance. Le projet avance. Ils ont connu des temps un peu difficiles et j'ai l'impression que là, avec des jeunes comme Lucas Hugolin, toujours épaulé par Nicolas Lang, ils font un bon début de saison. Je sais pas ce que tu en penses. Quand on voit leurs matchs, leurs résultats, c'est bien coaché, notamment les Américains Apley qui ramènent pas mal de points aussi. Donc, il me semble qu'ils sont seulement à trois défaites, si je me trompe pas. Ils sont à 4 Quatre, défaites, ils quatre ont un défaites, bilan ouais. de 5 victoires et 4 défaites. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on connaît l'effervescence de Beaublanc, que c'est très difficile d'aller gagner à Limoges. Et pourtant, sur leurs 5 victoires, ils ont eu 4 victoires en déplacement et ils n'ont gagné que un seul match à la maison. Après, ils ont reçu Monaco, donc Monaco, ouais. compliqué. Ils ont reçu aussi Paris. Mais il faut, enfin voilà, avec des matchs qui étaient du coup pas évidents à la maison, où ils ont reçu Cholet, ils ont perdu à la maison contre Cholet aussi. Enfin voilà, ils avaient 3 matchs à la maison, Monaco, Paris et Blois, et au final, ils ont été chercher 4 victoires à l'extérieur. Donc ça annonce peut-être quelque chose de sympa pour Limoges cette saison, qui a construit un effectif sans star, mais avec des joueurs de devoir qui se battent. Et puis voilà, tout ça bien coaché par le coach grec. Le coaché, il y a aussi Lucas Beaufort, un autre jeune, hein, qui commence à gratter pas mal de minutes en Belgique. Je pense que les GFL auront toute leur importance
dans le système de jeu, même si Mathieu Wojciechowski, il me semble qu'il a pas trop de temps de jeu en ce début de saison. Donc, Non, il est ouais. indésirable, il devrait partir prochainement. Donc à voir s'il est remplacé. Et à suivre, hein, j'ai envie de dire, pour Limoges, pour l'instant, ouais, ils ont connu, je pense qu'ils ont gagné les matchs qu'il fallait gagner. Peut-être le match face à Cholet, comme tu dis, à domicile, bon, Cholet, on va en parler d'ici quelques instants, hein. Je pense qu'on peut commencer sur Cholet, Ben, enchaîner. Hmm. Tu y étais il y a quelques jours. C'est une équipe qu'on commence à bien connaître dans la division, qui a un axe 1-5 qui est important. Naël Sako, il n'était pas titulaire la saison dernière. Là, il devient pivot titulaire et quand on voit d'où il vient, franchement, c'est très encourageant pour ce jeune pivot de Cholet Basket. Oui, tout à fait. C'était quand je faisais des previews sur les équipes en début de saison, effectivement, moi, le joueur qui allait exploser pour moi du côté de Cholet, voire même cette saison en championnat, c'était, je mettais bien une pièce sur Neil Sako, qui, euh, qui avait l'opportunité de partir à l'intersaison. Cholet voulait vraiment le garder. Euh, et le fait qu'il reste, ça annonçait qu'il allait avoir de plus grosses responsabilités. Et c'est un joueur qui avait déjà montré sur de courts temps de jeu qu'il pouvait amener de l'impact. Il avait notamment fait une belle et grosse saison du côté de Chalon-Reims quand ils étaient en proie, où c'était un des meilleurs rebondeurs. Donc avec plus de temps de jeu, il s'est étoffé aussi physiquement. Il travaille aussi sur sa technique. Pour moi, à terme, ça peut devenir un gros pivot de Betclic Elite et ça ne m'étonnerait pas que dans les années futures, voire même peut-être l'année prochaine, eh bien, Neil Sako rejoigne un club plus huppé que Cholet. Notamment, pourquoi pas jouer une Coupe d'Europe. Cholet, cette année, qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Ils étaient pourtant allés jusqu'en finale de la FIBA Europe, donc la Coupe d'Europe 4. Ils avaient perdu contre un club de Pologne, si je me trompe pas, j'ai plus le nom en tête. Ça s'était joué à un ou deux points au match retour. Cette équipe, elle est bien coachée hein, par le coach élu de l'année dernière, Laurent Villa. Euh, Moi, j'ai envie de dire, ça peut jouer le top 5 toute la saison. Quand on voit les Américains, que ce soit TJ Campbell, à l'image de l'année dernière, ou même Gary Blaze, qui arrivent quand même à s'adapter dans ce collectif. Il y a quand même des joueurs de renom et en devenir. Je pense que si tu veux parler de TJ Salin, aussi, qui grandit vite. Ouais, dans tous les sens du terme. Il m'a impressionné hein, physiquement ce week-end quand j'ai été les voir jouer. Il est vraiment extrêmement mobile et il est vraiment très très grand. Il est quasiment aussi grand que Ibrahima Fall. Il était quasiment aussi grand presque visuellement en tout cas que Amadi Ndiaye qui doit faire 2,10 m. Donc Tidjane Salin c'est plutôt un poste 3. Il est très athlétique, très mobile et c'est vraiment très très bien pour la formation française de voir des jeunes joueurs, puisqu'il est vraiment jeune, avoir des minutes. Et ces minutes, vraiment, il les mérite. Il amène un vrai abattage, un vrai impact au rebond. Il est capable de mettre des tirs. Donc, c'est vraiment très bien. Et tu disais que Cholet ne jouait pas de Coupe d'Europe. Et si, Cholet joue la BCL. Ils avaient gagné le tournoi qualificatif, comme Effectivement, Strasbourg d'ailleurs. effectivement. Donc, Cholet joue sur les deux tableaux. Effectivement, mais c'est de mémoire, effectivement, j'ai dit une bêtise, mais c'est mal parti pour l'instant, il me semble, en BCL. Ils avaient joué en Espagne, si je me trompe pas, ils ont perdu à Tenerife. Et le deuxième match, je sais plus ce qu'ils ont fait comme résultat, j'ai pas trop suivi. Ils ont gagné. Ils sont à une Mhm. victoire, une défaite. Ok. Ouais, effectivement. Ouais, donc oui, forcément, vu qu'ils étaient allés en finale, ils jouent la BCL, donc doublement, ça va être un projet intéressant. Donc, on parlait de Neil Sako, il va pouvoir aussi s'étoffer en BCL. Tu les vois aller loin, cette équipe de Cholet? Moi, ça me paraît compliqué pour une première année. Non, non, puis je trouvais déjà en pré-saison qu'ils avaient un effectif un peu moins séduisant et un peu moins profond, moins talentueux aussi que l'année dernière. Et pour moi, il leur manque encore.
ça manque un petit peu de rotation expérimentée, on va dire, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font avec les jeunes, hein. Il y a Hugo Robino pardon, pas Hugo Robino, Enzo Gudusina qui a du Ouais. temps de jeu. Nathan De Souza, on le voit rentrer aussi dans les matchs. Tidjane Salin également, mais ça manque encore d'une rotation. Même si Jalen Jones est arrivé, Kim Tilly est encore blessé, ça manque encore d'un bon joueur, je trouve, pour que l'effectif soit un peu plus profond. Ok. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur nos joueurs du mois, si tu le veux bien. Peut-être parler Ouais. du match aussi de ce fameux match à Dablois-Nancy. Je sais pas si tu l'as regardé. Non, Euh, là, je l'ai pas regardé, mais ça a fait le tour des réseaux sociaux. c'est ça, et ça le fait encore jusqu'à même hier jeudi. Le syndicat national du basket a sorti un communiqué, des arbitres, pardon, du basketball, a sorti un communiqué qui disait que euh, euh, il reconnaissait des erreurs d'arbitrage qui avaient été survenues donc dans la rencontre entre Blois et Nancy, donc qui est une reconnaissance, et que des actions avaient pourtant été prévues pour faire avancer l'arbitrage du basket, proposé à la LNB, et finalement la LNB a décliné. Et donc ils ont entre guillemets réédité leur demande implicitement dans ce communiqué, mais bon. Là, je trouve que c'est dommage pour l'arbitrage français parce que si on peut parler quelques instants de l'arbitrage, c'est quand même l'essence, c'est ce qui permet aux, aux joueurs de jouer les uns contre les autres dans un bon climat, hein. Sans eux, on pourrait pas discuter de l'affiche. Et voir ce qui se passe, c'est quand même dommage. Et quand on voit aussi l'assistance vidéo, je trouve que ça devrait même plus exister. Bon, certes, l'erreur est humaine, mais c'est dommage qu'il y ait encore des erreurs qui soient constatées, plus qu'on maintenant on a la vidéo. Je sais pas ce que tu en penses sur ça. Comme tu dis, l'erreur est humaine. Après, ça peut coûter cher. Il suffirait que, voilà, en fin de saison, une équipe qui aurait subi ce type d'erreur se retrouve à ne pas disputer les playoffs, ou pire, se retrouve à être dans les relégables à cause de ça. Donc, ça pose forcément la question de la professionnalisation de l'arbitrage. Après, c'est vrai, l'erreur est humaine, et une fois qu'on a dit ça et qu'on accepte que les arbitres, oui, ils peuvent se tromper, une fois qu'on a revu à la vidéo, peut-être après coup, après le match, maintenant la question qu'on se pose, c'est ok, on a vu qu'il y avait une erreur, mais bon, on fait quoi? On C'est rejoue le ça, on fait match quoi? ou on fait quoi? Et On fait ça, quoi? j'avoue que j'ai pas la réponse. On fait un communiqué. Bon, après, je sais pas, faudra voir ce qui va se passer. Bon, je pense pas qu'il se passera autre chose, hein. Ça a été effectivement, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Nancy qui restait sur un bon début de saison. Euh, Sylvain Sautier qui s'est exprimé dans plusieurs médias locaux, notamment France Bleu Lorraine Sud, qui exprimait un peu son agacement forcément vis-à-vis du corps arbitral. À voir s'ils vont réussir à faire tomber Monaco demain. J'y serai donc faudra voir ce qui va se passer. Ça me paraît très compliqué. Et Blois, voilà, ça leur fait une victoire de plus. Ils reviennent pas très loin de Nancy au classement. Il me semble qu'ils sont un bilan positif de 5 victoires, 4 défaites, si je me trompe pas. Ça doit être ça, ouais. D'ailleurs, je pense que avant de passer à nos joueurs, on peut afficher le classement. On va l'afficher. Euh, on va l'afficher. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Là, on a partagé le classement. Ce classement rapidement pour tous ceux qui nous rejoignent. Bah, on a Monaco en tête. Je sais pas si tu le vois le classement aussi. On a Paris Ouais. qui est deuxième. Bourg, on n'en a pas trop parlé, qui est troisième. Cholet, on en a parlé, qui a un match de retard, qui devra le jouer contre Strasbourg, si je me trompe pas, ou Nancy, c'est Nancy, il me semble. L'Asvel qui est cinquième, Nancy sixième, Limoges septième. En vrai, ce classement, il commence à être cohérent. J'ai envie de dire, hormis Nancy qui est peut-être un peu haut et Strasbourg et Dijon un peu bas.
Dijon est clairement, bas. Après, on pourrait dire que Gravelines aussi est étonnamment bas, mais, je sais pas si on peut encore tirer des conclusions par rapport à ce classement. Il y a des équipes qui surperforment peut-être, comme c'est le cas pour, Saint-Quentin. Des équipes qui sous-performent comme, Strasbourg, comme, Le Mans. Nancy, effectivement, c'est peut-être un peu haut. L'Asvel, c'est peut-être un peu bas. On va voir si l'effet Pozzecco va leur permettre d'engranger plus de victoires. Et puis moi, je suis quand même très surpris de voir, Cholet aussi haut au classement. Franchement, assez surpris. Et c'est invaincu à l'extérieur, si je me trompe pas, je suis les 4 victoires, 0 défaite. Ouais, ouais, c'est ça. C'est d'autant plus surprenant, sachant qu'ils jouent sur 2 tableaux et qu'ils sont pas un effectif hyper profond. Mais bon, tant mieux pour eux. Ok. On va rapidement passer au joueur qui nous a impressionné sur ce mois d'octobre. Je vais commencer, je te laisserai après, si tu veux, parler de ce joueur rapidement. Il nous reste quelques instants avant de refermer ce deuxième chapitre. Donc, moi, c'est Peter Corneli qui performe et qui retrouve un niveau très intéressant. Il peut évoluer sur le poste 5. Bon, il est plutôt ailier fort, on est d'accord, mais il a un très bon shoot à 3 points. Donc pour moi, c'est ce qui manquait à Monaco la saison dernière. On avait John Brown qui pouvait un peu s'écarter du cercle, mais il leur manquait un shooter un peu du registre de Peter Corneli. Et donc je pense que Peter Corneli se sent bien dans cette équipe. Donc Eder, il est de plus en plus utilisé en Euroleague et il performe, il est très adroit. Donc je suis très content pour lui et hâte de voir ce qu'il va faire sur les prochaines échéances. Et en ce qui me concerne, mon joueur, du mois, mais même du début de saison, hein, on a beaucoup parlé de Milan Barbic, mais là, j'ai envie de mettre en avant un joueur dont on parle pas beaucoup et pourtant qui crève l'écran, c'est Luka Boucault, qui est, Ouais, le meneur, en rotation de Tiger Campbell du côté de Saint-Quentin. Bien, Luka Boucault, c'est tout simplement le deuxième passeur de Betclic Elite. Il fait régulièrement des matchs à 8 ou 9 passes décisives, ce qui est assez incroyable puisque la saison dernière, il jouait en Pro B et que c'était pas non plus un joueur dominant en Pro B et que beaucoup de monde se posait la question de: «Est-ce que ce joueur va être en capacité d'apporter des choses à l'étage supérieur, même sur 5 ou 10 minutes?» Et bien là, il montre que c'est un vrai joueur qui peut impacter en Betclic Elite et tourner à 6,6 passes décisives ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est pas donné à n'importe qui sur un temps de jeu, il faut le dire quand même, qui est relativement, étroit. Donc il a un vrai impact. Il joue, un peu moins de 19 minutes ouais. et il tourne à 6,6 passes décisives pour 10 d'évaluation. Donc c'est franchement un grand coup de chapeau à Lucas Boucault. Et la confiance de Julien Mike qui est importante. Il nous reste 2 3 minutes, 2 minutes, un peu moins avant de clôturer Décrypte Elite, #2. Tu seras sur les parquets ce week-end, Ben? Ce week-end, non. Non, 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 il y a La Rochelle À Nantes qui ce joue soir. ce soir, mais à l'extérieur, donc je Nantes, n'irai pas pardon. voir de match, ce week-end sur les parquets. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, me laisser vos avis sur Limoges, sur Cholet aussi qui réalise un très bon début de saison et qui évolue aussi en BCL. Merci de me l'avoir rappelé, Ben. Euh, Écoute, je sais pas ce que tu avais à dire pour refermer cette émission 2. C'est toujours un plaisir de faire ça avec toi, en tout cas. Ouais, bah, qu'on a hâte de voir ce qui va se passer, lors de ce mois de novembre, puisqu'on va arriver à la fin du mois, environ une douzaine de matchs joués et on va commencer à pouvoir, formaliser des enseignements un petit peu plus, justes, on va dire et surtout, on va bientôt rentrer à partir du mois de décembre donc rapidement à voir, quelles sont les équipes qui se qualifieront pour la Leaders Cup qui aura lieu en début d'année 2024. Février, il me semble, à Saint-Chamond. C'est ça. Qui joue ce soir en Pro B et qui réalise un début de saison. C'est peut-être le sujet d'une prochaine émission de la Pro B. Bah, écoute, je pense qu'il est l'heure de clôturer cette émission. En tout cas, merci à toi toujours d'avoir accepté l'invitation et puis portez-vous bien et vibrez basket. À la prochaine. Merci beaucoup Gauthier. Salut. Salut.